J'avais envie d'être dans mon rythme et pas dans un rythme imposé. J'ai eu la chance de pouvoir ne pas travailler pour m'occuper de mes enfants. Et en fait, pendant quelques années, j'y ai pas trop pensé. Après, je me suis dit, j'ai toujours aimé mon métier, mais ça me manquait pas viscéralement tellement j'étais prise par mon rôle de maman à ce moment-là, tellement j'aimais m'occuper de mes enfants. Coucou, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cœur de Mère. J'ai le plaisir de recevoir une invitée qui irradie une énergie rare. On la connaît comme comédienne, solaire, spontanée, mais on la connaît aussi pour le couple solide et complice qu'elle forme avec Nagui depuis plus de 20 ans. Je reçois aujourd'hui Mélanie Page. Elle a 50 ans, elle est d'origine britannico-australienne et elle est maman de 3 enfants, Roxane 21 ans, Annabelle 18 ans et Adrien 14 ans. Elle vient de publier un ouvrage qui résonne avec chaque témoignage que je reçois ici dans Cœur de Mère. Son livre s'appelle Peau à peau. C'est un recueil de nouvelles qui explore la maternité dans ce qu'elle a de plus charnel, de plus beau, mais aussi de plus complexe. Le déni de grossesse, le deuil, la fusion, la place du papa. Elle a tout passé au crible de sa plume, un projet né après le décès de sa propre maman, comme une autorisation finale de dire sa vérité. Mélanie, ça va ? Ça va. Merci d'être avec nous. Alors, on va poser le décor. Tu es comédienne, tu vis à Paris, tu as 50 ans et ça fait également 20 ans que tu es mariée à Nagui, présentateur, producteur que toute la France connaît. 26 ans, hein, 26 même. ans. Enfin, 26 ans qu'on est ensemble. Ah, mais mariée 20 ans. Mariés 16 ans. On s'est mariés pour nos 10 ans. On n'était pas bon du tout dans les chiffres. C'est pas grave. On a fait un mix des deux. Ouais. Et tu es d'origine britannique et australienne. Oui, c'est ça. Et Ouais. T'as 3 nationalités ? Oui, même si honnêtement Française. mon passeport australien il est quelque part dans un tiroir et il doit plus du tout être valable, mais de cœur je suis aussi australienne, oui. Avant de parler de la femme, de la mère, j'aimerais qu'on revienne sur ton livre. C'est ton premier livre, ça s'appelle Peau à peau. Et en le lisant, sincèrement, je me suis dit, en fait, c'est tout le temps une histoire différente, un chapitre, une histoire. Et à chaque fois, ça traite d'un sujet différent de la maternité. Et je me suis dit, mais c'est exactement le concept de notre podcast Cœur de Mère, où à chaque fois on essaye, tu vois, juste avant de te recevoir, on parlait de PMA, on essaye de toujours traiter un sujet différent autour de la maternité. Et franchement, si on n'a pas d'idée, je vais dedans. Et je vais trouver. Non, mais franchement, je me suis dit, tu maîtrises ça parfaitement. Donc, t'avoir, c'était une évidence. Déjà, pourquoi tu as choisi ce titre ? Alors au tout début, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai écrit la première version du roman, ça s'appelait Mater, M-A-T-E-R, Ouais. pour tout ce qui a trait à la maternité, maternant, maternelle. Et en fait, mon éditrice m'a dit que ça pouvait aussi se lire mater, que ça pouvait pas être vraiment forcément Clair. à l'écrit très clair. Ah oui, d'accord, on prononcerait pas, oui, ok. Exactement. Et donc, j'ai cherché un autre titre et celui-ci s'est imposé à moi. Je l'ai même trouvé, en fait, plus parlant. Oui. Plus beau, plus poétique. Et surtout parce qu'en fait, non seulement ça parle de la maternité, parce que le peau à peau, ça parle à toutes les mères, mais aussi parce que pour écrire ce roman, je me suis mis dans la peau de chaque mère. Et je passe d'une peau à l'autre. C'est ça qui est dingue. Et en fait, peau à peau avec des X, ça correspond à ça, vraiment. Moi, c'est ça je me suis dit, parce que tu traites vraiment de tous les sujets, je me dis, c'est impossible qu'elle ait vécu tout ça. Oui, je n'ai vécu aucune des histoires que je raconte. Rien. Il y a vraiment rien d'autobiographique. Ce qu'il y a de moi, c'est mon ressenti, en fait, en tant que mère, en tant que femme. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, j'avais une phrase, j'ai tout écrit dans mon portable. J'avais pas d'ordi à ce moment-là. Tu prenais des notes ? J'ai vraiment écrit le roman dans mon portable, dans notes. Ouais, non, mais comment c'est possible ? C'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de pages quand même. Oui, j'ai fait 3 notes. Mais ça devait même pas être agréable pour toi. En fait, si, parce que le portable, on l'emporte partout. J'avais envie de pouvoir écrire tout le temps. Dès que je pouvais. J'écrivais beaucoup la nuit, seule dans le canapé quand tout le monde dormait, mais j'écrivais aussi dans le train, en voiture, enfin vraiment, voilà, pas en conduisant. Mais on n'allait pas te gronder, hein, mais c'est juste terriblement dangereux. Je tiens à la vie. Et en fait, pour chaque chapitre, chaque maman, je m'étais juste mis une petite phrase en me disant, en fait, je voulais traiter de ce thème-là, de ce thème-là, de ce thème-là. Et quand je commençais un chapitre, je choisissais un thème, je me mettais dans la peau de cette mère et je racontais cette histoire. Mais en fait, mais quand tu dis me mettre dans la peau, en fait, c'est ton métier de comédienne qui, je pense, te permet d'avoir
de la retranscription aussi juste des émotions. Merci. Je pense qu'effectivement, j'ai écrit comme une comédienne aussi, c'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude de me mettre dans la peau des personnages que pour moi, écrire, c'est aussi ça. C'est se mettre dans la psyché de quelqu'un et d'écrire ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qu'on partage. Je pense que je ne peux écrire que comme ça et c'est ce qui m'intéresse. Et donc, c'est déjà ce qui m'intéresse en tant que comédienne. Mais là, le plus, c'est que ce sont mes mots, mes ressentis, les histoires qui sortent de mon imaginaire. Et en fait, après, il y a eu cette histoire de lien, c'est-à-dire que c'est pour ça que on peut appeler ça un roman, c'est-à-dire qu'il y a des mères qui reviennent à des moments différents. On retrouve certains des personnages. Des mères. Et toutes les mères sont de toute façon liées entre elles d'une façon ou d'une autre. Parfois, un lien très ténu. C'est très faible parfois. Mais... Et parfois, vraiment beaucoup plus proche. Et en fait, de lier toutes ces mères comme une espèce de grande toile d'araignée de maternité, c'est aussi une façon de dire qu'on est toutes, déjà on est toutes liées, mais quelque part on est une. C'est-à-dire que je n'ai vécu aucune de ces histoires, mais en même temps, j'aurais pu vivre toutes ces histoires. Et tu vois, quand t'écris, il y a des moments où je me suis dit, j'ai ressenti exactement ça. Et pourtant, je me dis que toi, tu l'as pas ressenti. Et pourtant, je suis jeune maman, juste parce que ma fille n'a que 11 mois. Oui. Enfin, un petit peu plus, mais elle n'a pas encore 1 an. Et je me dis, mais c'est exactement ça, notamment, tu sais, la rencontre avec son bébé, juste ce moment de rencontre. Même quand, au tout début du livre, tu racontes que le père, il sert un peu à rien. Vraiment, je le dis de manière moins jolie que tu l'as écrit. Mais... il est accessoire, sa présence est accessoire. Excuse-moi, mais moi, c'est ce que je me suis dit. Et finalement, assez rapidement, dès que tu es enceinte, je trouve que c'est un ressenti. En fait, à la fois, on a envie de partager avec le père tout ce qu'on ressent. À la fois, il ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et au moment de l'accouchement, c'est là que ça devient évident. C'est-à-dire que clairement, on a rendez-vous avec son propre corps et avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette rencontre, même si c'est une famille qui se crée, c'est avant tout la rencontre de la mère avec son bébé. En tout cas, les premiers instants, c'est ça. Et ce qu'on ressent, et même à la limite avec l'équipe médicale. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a une rencontre, si quand même avec par exemple, moi, l'anesthésiste m'a presque plus accompagnée que mon mari. Ah oui. Alors qu'il avait déjà été papa auparavant. Ouais. Mais tu sentais que peut-être que eux l'ont tellement vécu d'accouchement qu'il avait plus une manière de me rassurer, tu vois. Ah non, mais c'est évidemment pas qu'on a besoin, évidemment qu'on a besoin d'eux et on a besoin de nos hommes bien aussi. Sûr. D'ailleurs, sans eux, pas de bébé. Mais c'est vrai que j'étais très heureuse que mon mari soit là aux accouchements. Pour le coup, j'aurais vraiment pas aimé être véritablement seule. Oui. Sauf qu'il y a quand même cette chose organique, animale, qui fait que ce moment, il est inexplicable. Il est pas tant partageable que ça. C'est-à-dire qu'il est de toute façon extérieur à ça. Évidemment qu'on a envie de lui prendre la main et de lui dire « je ressens ça, viens avec moi ». Mais c'est quand même un rendez-vous qu'on a avec son corps à ce moment-là. Il y a d'autres sujets qui sont parfois plus sombres. Le déni de grossesse. Tu vois, nous, on en a parlé aussi. Le podcast est tout neuf, mais on a abordé ce sujet. Le deuil de la maternité. Quand les enfants partent, et je me dis, mais comme je te disais, mais elle a tout vécu, c'est pas possible, c'est juste. Est-ce que c'est aussi les histoires de tes amis ou tout ça, c'est vraiment que dans la tête? Non, c'est vraiment pas l'histoire de mes amis. J'ai un monde imaginaire assez riche. Ça me paraît évident. Oui. Mais depuis toute petite, j'ai toujours été beaucoup dans ma tête, dans mon monde. Il se passe beaucoup de choses. J'ai ma vie concrète. Puis après, j'ai une vie parallèle où je me raconte des milliards d'histoires. Je suis TDAH, je sais pas si ça a un rapport, mais en fait, même en te parlant, j'ai des pensées connexes. Il se passe plein de choses. Désolée, ça n'a rien à voir avec toi, ne prends pas mal. Même quand je suis sur scène et que je joue, je pense à plein d'autres choses. Mon cerveau, il est coupé en. Pourtant, je me dis, s'il y a bien un métier, c'est au moment où le théâtre, c'est vraiment. Mais oui, ça doit vraiment avoir un rapport avec mon cerveau TDAH, mais il y a 10 cerveaux ouverts en même temps, en fait. Et donc, peut-être que ça aide à avoir un imaginaire extrêmement riche, avec plein d'histoires j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche où je me dis mais qu'est-ce que je vais raconter, jamais. Limite j'ai trop de choses qui me viennent et donc faut que je note en avance, faut que ça je vais l'oublier. T'as mis combien de temps à écrire le livre? En 2 mois j'ai écrit la première version. Ah ouais. Ouais. Mais en y passant combien de temps par jour? 3-4 heures par nuit.
Ok. Ouais. Et après, pour la deuxième version, parce que mon éditrice m'a demandé d'étoffer, de rajouter des liens et tout ça, et là, j'ai mis 3 semaines. Mais attention, en revanche, quand je suis dedans, je suis dedans. C'est-à-dire que je... Imperturbable. Après, la nuit, c'est pour ça que c'est plus facile. Il n'y a personne qui te dérange. Mais tu t'es pas mise à écrire avant? Non, j'ai eu un déclic, un sur-scène, quand je jouais un seul en scène. Bah oui. Je pensais à autre chose. Seul en scène, en plus. Oui. Les 1000 vies de Mélanie. J'étais sur scène en train de jouer un seul en scène qui parlait un peu de ça. C'est-à-dire que c'était un personnage qui se rendait compte qu'il passait à côté de sa vie juste après de passer à côté de la mort, et en fait qu'il était fait pour, enfin je dis il ou elle, enfin que cette personne était faite pour écrire, mais qu'elle s'était toujours interdite d'écrire. Ah oui, donc là, direct... Oui, enfin, c'était fou que je joue ça, en fait. Et c'était pas un hasard, de toute façon, je crois pas beaucoup au hasard dans la vie. Et sur scène, je me disais, mais ça fait des mois que tu dis aux gens d'arrêter de s'empêcher de faire ce pourquoi ils pensent qu'ils sont faits. Tous les soirs, tu donnes un message d'espoir et de carpe diem, mais tu t'écoutes pas. Mais vraiment, sur scène, je me suis dit, mais c'est à toi que tu parles. Et après, on finit ce seul en scène, je me suis mis à écrire. Et t'arrives à bien jouer en pensant... faut demander au public, mais je crois que ça fonctionne. Je sais. Je peux pas expliquer comment c'est possible, mais c'est possible. Et tu t'es mis à écrire sur la maternité après avoir perdu toi, ta maman? Oui, ça a été aussi un déclencheur. J'ai perdu maman pendant les répétitions de ce seul en scène. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard. C'est fou que je perde ma maman, puis que je parle de ce sujet, et puis que dans la folie, oh, c'est fou ce lapsus, dans la foulée, un peu de folie dans tout ce que tu as fait. Ouais. Dans la mais foulée, de la mignonne folie. Oui, dans la foulée, j'écris. Effectivement, c'est comme si elle m'avait transmis un peu le flambeau en partant. Elle avait attendu très très tard avant de s'y mettre. Elle écrivait beaucoup quand elle était très jeune. Elle n'avait pas été publiée, et puis voilà, elle a eu sa vie de maman, sa carrière. Donc tout ça. Elle avait une plume aussi. Ah, elle écrivait formidablement bien. Elle a publié 3 romans avant de partir, 3 romans qui ont été publiés en Australie. Et j'ai découvert vraiment qui était ma maman. Et ça avait cartonné en Australie? Ça avait marché, cartonné non, mais ça avait marché assez pour être publié à nouveau. Oui. Et en fait, c'est en lisant son premier roman que j'ai découvert qui elle était vraiment. Alors qu'elle était partie? Non, son premier roman, c'était quand elle avait 65 ans, un truc comme ça. Mais elle aussi tard, quoi. Très, très tard. Du coup, je me suis dit, je vais pas attendre autant. Ouais. En fait, ça donne juste l'impression que tout est possible, quoi. Oui. C'est vrai que ça ouvre des portes, et en même temps, je me suis dit, non, mais elle a trop attendu, fais-le maintenant. C'est ton moment, arrête de te mentir en disant quand les enfants seront grands, quand j'aurai le temps. En fait, si on a vraiment envie de faire quelque chose, on le crée, le temps. Bon, moi, je l'ai créé la nuit, mais quand on a vraiment envie, on trouve le temps. Ta maman est australienne? Oui. Ton père est anglais? Oui. Et ils se retrouvent à Paris, et c'est là que tu grandis. Comment ces 2 pays se retrouvent à Paris, et comment toi t'atterris, et comment tu te construis en tant que petite fille avec toutes ces identités, enfin toutes ces nationalités. D'un point de vue identitaire, je trouve que c'est pas si facile que ça. En même temps, c'est une richesse. Moi, je trouve que plus il y a de culture dans une famille, plus on est riche de toutes ces cultures. Je crois beaucoup en la diversité, au mélange. Déjà, même mes parents sont mélangés de plein d'origines différentes. Je ne sais pas combien de pays j'ai dans les veines, mais beaucoup. Et j'en suis très fière. Et mes enfants en ont encore plus. Comment ils se sont... Alors, ils se sont rencontrés à Paris parce qu'ils rêvaient de la vie de bohème parisienne. Ils rêvaient de rencontrer des auteurs au Café de Flore. Enfin, c'était vraiment... des artistes. Voilà, ils écrivaient tous les 2 jeunes. Mon père écrivait des poèmes. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'il a séduit ma maman. Et puis, il donnait des cours d'anglais. Mais ma mère était venue d'abord juste pour un week-end à Paris. Et elle a tellement aimé Paris. En fait, elle faisait un voyage en Europe, comme beaucoup d'Australiens font après leurs études. Elle s'est dit, évidemment, il faut que je passe par Paris. Elle a tellement aimé qu'elle est restée. Puis elle a trouvé un petit job. Et puis elle a rencontré mon père. Et puis ils se sont mariés. Et puis ils se sont installés là. Et donc toi, tu as presque le devoir de ne pas quitter Paris. Ils m'ont vraiment transmis l'amour de Paris et de la France et de sa culture, de sa littérature, du cinéma, du théâtre. Et l'amour de Paris, c'est-à-dire que je vois Paris, je pense, aussi comme une touriste. Je vois ce que les Parisiens ne voient pas. Oui, encore. Je trouve Paris sublime quand je me balade dans Paris, sur les quais, ou dans les avenues, les petites ruelles. Je m'émeus encore de la beauté architecturale de cette ville, de l'histoire qui se dégage de cette ville. J'adore Paris, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui adorent Paris. Non, on est beaucoup dans la complainte, ces Parisiens. Oui. J'ai vu une petite anecdote rigolote sur ta naissance. Oui.
48 heures avant ta venue au monde, tes parents ont décidé de changer le prénom? Ah non, après ma venue au monde. Ah! C'est ça qui est encore plus étonnant. Ils t'avaient pas déclaré? En fait, non. Je me suis appelée pour la clinique. Je crois qu'on a 3 jours pour déclarer un prénom. Bon, peut-être qu'à l'époque c'était autre chose, mais je crois que c'est à peu près ça. Et donc, ils m'ont d'abord appelée Kathleen, Kathleen, comme Kathleen Turner. Ouais. Sauf que les Français, évidemment, disaient pas Kathleen, mais Kathleen ou Catherine. Enfin, ils savaient pas l'écrire, INE, enfin voilà. Donc, ça partait ils se sont dit, ça va être un enfer, personne va savoir le dire ou l'écrire. Donc là, ils sont allés pour beaucoup plus simple, ils m'ont appelée Mélanie. Tu regrettes pas? Alors si, pendant longtemps, je me suis dit, en fait, j'ai leur deuxième choix. J'ai pas le prénom. C'est ça, ouais. Voilà. Et bon, ils ont pris un prénom simple, quoi. J'aimais pas mon prénom, honnêtement, pendant très longtemps. Et puis, j'ai fait le deuil de ce premier prénom qui, à mon avis, n'était pas forcément une si bonne idée. Et j'aime maintenant beaucoup mon prénom, mais j'ai mis vraiment longtemps à l'aimer. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est un rapport, je me souviens jamais des prénoms des gens. Mais vraiment, c'est terrible. Même les gens que je connais bien, parfois j'ai un bug. Tu décides de leur donner un prénom toi-même? Même pas, il n'y a rien qui me vient. Parce que ça, je le fais souvent. Ah oui, il y a des gens, je trouve que c'est des évidences. Je pense à Cécilia, que j'appelle Caroline au travail, School TV. Non, et du coup, tout le monde s'est mis à l'appeler comme ça. J'ai trouvé que ça lui allait bien aussi. Mais est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle aime Caroline? Ah bah en tout cas, ça lui a fait gagner en popularité. Ah bon? Donc je pense qu'elle a apprécié cette popularité. Ton premier contact avec la maternité, finalement, ça s'est fait quand tu es devenue belle-mère. Tout à fait. C'est Nina, c'est la fille aînée de ton mari. Tu n'avais que 25 ans. Oui. Et elle avait quel âge? Même. Elle avait 3 ans. Ah ouais. Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment tout petit, petit enfant. Ouais. Oui, je l'ai rencontrée. Alors au tout début, enfin voilà, on est allé lentement, pas de choc, pas de rien d'imposé, mais c'est vrai que j'ai appris à être maman en étant belle-mère. J'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours voulu être maman. Enfin, je pense que j'avais une espèce de fibre maternelle quand même très développée ça allait, en moi. En tout cas, ouais. C'est ce qu'on ressent. Dès très jeune. Et donc, j'ai pris sa présence comme un cadeau et pas comme quelqu'un qui m'embêterait, qui serait là. Dans ton couple. Voilà. Vraiment, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Et puis en plus, j'ai découvert mon mari en papa aussi, avant d'être papa de mes enfants. Donc, c'est plutôt pas mal aussi de voir un peu. Et tu trouves que tu as réussi vite à trouver ta place de belle-mère? Justement, je n'ai pas voulu aller vite. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a marché. Enfin, après, j'ai pas la recette miracle, hein. Mais j'ai pas voulu m'imposer, j'ai pas voulu justement que très très vite on s'entende bien. Je lui ai laissé son rythme à elle et prendre son temps à elle, le temps qu'il lui fallait à elle. Quand il y a eu le premier T'es pas ma mère, je lui dis il y en a eu un? Bien sûr, il y en a eu un. Il y en a toujours, je pense. Oui, parce que 3 ans, tu fais partie de son éducation un peu. Bien sûr. Alors au début, pas énormément, c'est-à-dire que je me mettais quand même un peu de côté, je lui disais pas, mais bon, au fil des années, bien sûr que je lui disais, finis ton assiette. Et donc, je sais pas, ça devait être vers 5 ans ou un truc comme ça, il y a eu le T'es pas ma mère. Je lui dis, ah non, je ne suis pas ta mère. En revanche, il faut quand même que tu termines ton assiette. Et en fait, à partir de là, elle me l'a jamais redit, parce qu'il n'y a pas eu de prise en fait sur moi. Moi, je dirais 5-6 ans peut-être. Mais comme elle a vu que ça ne m'avait pas touchée, ça m'avait pas blessée, que c'était une évidence, non, je ne suis pas sa mère. Mais ça n'empêche pas que bien voilà. sûr. Mais ça fait mal quand même. Non, ça m'a pas fait mal, honnêtement. C'était une évidence, non. En fait, elle le disait avec la volonté de piquer. Elle, sans doute. Mais et en même temps, c'est normal. Enfin, je n'en ai pas du tout voulu. C'est normal. Je pense que tous les enfants qui ont une belle-mère ou un beau-père passent par ça. Ça dépend de l'âge. Peut-être, ça dépend de l'âge, oui, bien sûr. Est-ce que tu trouves que 25 ans, c'était jeune pour endosser ce rôle? C'est un rôle compliqué, belle-mère. Il faut de la maturité aussi. C'est un rôle compliqué, mais moi, je me suis pas trouvée trop jeune. Après, je pense que j'aurais même été déjà prête à être mère à cet âge-là. Tu y pensais justement à la maternité à ce moment-là? J'aurais pas voulu tomber enceinte tout de suite. J'ai bien aimé attendre, mais je pense que si j'avais été maman, je l'aurais
tout de suite fait avec bonheur. Mais ça te donnait un aperçu, on est d'accord, de la maternité. Ah, oui. Complètement. Je me suis vraiment beaucoup occupée d'elle. J'allais la chercher à l'école, je lui faisais faire son piano, ses devoirs, je lui cuisinais son dîner. Enfin, en fait, je m'en suis vraiment occupée comme d'une maman. Deuxième maman, finalement. Deuxième maman, bien sûr. Enfin, voilà, on l'avait en garde partagée. Oui, donc vous l'aviez une semaine. On l'avait une semaine sur deux, oui. Vous aviez un lien fusionnel, c'est ça? On est très proches. Je suis très fière, en fait, parce que le lien qu'on a entre maman et enfant, il est évidemment... Enfin, voilà, il est plus évident. Il est évidemment que c'est un travail. Il est animal, quoi. Il n'est pas explicable. Ça arrive, quoi qu'il arrive. Le lien de belle-mère à belle-fille ou belle-mère à beau-fils, ou voilà... ça se travaille, ça se mérite, j'ai envie de dire. Et donc, je suis très fière qu'on s'entende aussi bien, qu'on ait vraiment un dialogue. Enfin, je m'intéresse à sa vie, elle s'intéresse à la mienne. C'est une adulte maintenant, on se parle de femme à femme, mais de femme à femme avec ce parcours. J'ai quand même un rôle de parent, même si je suis pas sa maman. T'étais une référente pour elle. Voilà, je pense, oui. Toi, t'es devenue maman à quel âge? 28. Donc pas si longtemps que ça après. Non. Est-ce que tu as eu peur que ça vienne un petit peu bouleverser l'équilibre que vous veniez de construire? Non, parce que pour moi, au contraire, ça allait sceller la famille. Évidemment que tout change, les dynamiques changent à ce moment-là, et que pour elle, ça a dû être aussi un peu compliqué, ce qui est normal, même si ça avait été ma première fille avec un deuxième enfant, c'est compliqué. Donc là, ça l'est dans des dynamiques différentes. Mais justement, pareil, si on n'impose rien, si on laisse la rencontre se faire, l'amour opérer, les liens familiaux qui se créent aussi de manière naturelle, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a à peu près bien géré ce tournant, qui est effectivement un vrai tournant. Enfin, de toute façon, c'est un cataclysme, un bébé qui arrive dans un couple, dans une famille. Ça change tout, ça rebat toutes les cartes. Tu l'abordes ça aussi dans le livre. Oui. Le couple, comment tu deviens une famille et plus vraiment un couple, comment l'amour doit continuer d'exister. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont confrontés, enfin tous en fait. C'est-à-dire que même, j'ai envie de dire, même les couples qui disent « Oh oui, ça n'a rien changé à notre amour », alors je pense qu'ils mentent. Déjà. Menteur, on sait que vous ne dites pas la vérité. Ou alors, ça veut dire qu'on ignore complètement notre enfant, quoi. Quoi qu'il arrive, il y a une place qui n'était pas là et qui est à prendre et qui est prise. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ça change la dynamique. Après, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, plus compliqué. Non, c'est juste que les choses changent. Il faut faire la place, en fait. Voilà. Et est-ce que tu fais la distinction demi-frère, demi-sœur ou... Non, on n'a jamais dit demi-sœur. Enfin, c'est la sœur de mes enfants et mes enfants l'appellent leur sœur. Enfin, non, il n'y a pas de demi. Je trouve pas ça très... Bon, je sais pas, c'est pas très joli. C'est pas très joli, on est d'accord. T'as 3 enfants? Oui. Enfin, j'ai même envie de dire 4. Honnêtement, pour moi, c'est... J'ai 4 enfants, mais il n'y en a que 3 qui sont sortis de moi. J'allais parler de ça, de l'accouchement. Voilà. Parce que tu as eu une réaction apparemment à l'accouchement que peu de femmes connaissent. Tu hurlais pas de douleur, tu riais. J'ai pas mal ri, ouais. À chaque fois, les 3 fois? Non, alors j'ai eu 3 accouchements un peu différents, même si honnêtement, j'ai adoré accoucher. En fait, j'aimerais bien profiter du podcast pour parler, c'est-à-dire que souvent, j'entends, on ne dit pas assez aux femmes à quel point c'est compliqué. Non, moi, je trouve qu'on ne dit pas assez aux femmes à quel point ça peut aussi être un moment de bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est simple et qu'il n'y a rien à... Voilà, il n'y a aucun danger. Mais je trouve que, en fait, on fait passer des messages assez angoissants, ne serait-ce que dans les films où on voit les femmes accoucher tout le temps en sueur, en criant... On dirait qu'elles sont au bout de leur vie, qu'elles vont mourir. Mais c'est pas forcément en dehors des films, il y avait quand même cette série un peu réalité sur TF1 où on voyait les femmes accoucher. Ouais. Ça fait peur, je suis désolée. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que et là, c'est pas de la mise en scène. Pas. Oui, mais parce qu'ils se sont c'est peut-être plus intéressant de filmer les accouchements compliqués. Non, mais et moi, je dis à mes filles, et d'ailleurs, elles me disent « Ah oui, on sait, maman », parce que je leur ai tellement dit « Non, mais accoucher, enfin... » C'est pas forcément dans la douleur. Tu accoucheras dans la douleur. C'est pas forcément un moment affreux à passer. Enfin, moi, je trouve que c'est assez magique déjà. Franchement, donner la vie, franchement, c'est fou, quoi. C'est fou.
déjà qu'un être grandisse en nous, dans notre ventre, ça, c'est fou aussi. C'est fou. Et après, de le rencontrer, c'est fou. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun moment de douleur et tout ça, et chacun a son rapport je pense que c'est à la douleur. Ça. Et effectivement, j'ai un rapport à la douleur certainement très... Enfin, je suis pas très douillette, entre guillemets. C'est-à-dire que je sais pas, je dois contrôler mes émotions par rapport à ça peut-être plus facilement que d'autres. Ou tu as juste peut-être eu des accouchements plus faciles que d'autres. Peut-être aussi. Et puis en fait, dès le premier, je me suis dit, en fait, pour être honnête, avant d'être enceinte, j'avais très, très peur. J'avais vu en 4e ou 3e, je sais pas, à l'époque, un film en noir et blanc qu'on a toutes vu d'une certaine génération, où on voyait, mais vraiment, cuisse écartée, le bébé sortir, tout se déchirer. Enfin, c'était... Mais vraiment, on montrait ça aux ados de 13 ans. Donc, j'ai vu ce film, je me suis dit, oh, je ne veux jamais vivre ça. J'étais trauma, vraiment. Et bizarrement, je suis tombée enceinte et ces peurs-là sont parties. Et au moment d'accoucher, vraiment, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. J'étais prête à... Je ne peux même pas expliquer pourquoi. J'étais dans la joie de rencontrer mon enfant. Donc l'éxitation prenait le dessus. Ah là là, mais oui, j'avais tellement envie de la voir, quoi, de la rencontrer. Et évidemment, chaque accouchement est différent, mais je pense il y a quand même des accouchements traumatisants. Mais évidemment, et j'ai des amis qui ont failli y passer. Enfin voilà, je sais. Mais quand même, je pense que c'est important de dire qu'il y a aussi possibilité d'accoucher dans la joie. 3 fois dans la joie pour toi ? Ouais. Alors, je dois avouer que le 3e... Alors, j'ai eu de péridurale. La première, je pense, un peu trop, parce que justement, je savais pas. Donc, on m'a dit qu'on pouvait réappuyer sur le bouton. Donc, j'ai réappuyé, honnêtement. Je pense que j'étais trop sous péridurale. C'est pour ça que j'étais super bien. Enfin, on l'a mise au dernier moment. Mais voilà. Et la deuxième, j'étais dans un entre-deux qui était plutôt pas mal, où je sentais quand même ce qui se passait, mais pas de douleur au moment de l'expulsion. Le 3e, comme justement, je ne voulais pas revivre ce que j'ai vécu la première fois, et qu'il y a eu un moment où c'était... En fait, il y a eu un moment où c'était soit je rappuie, mais peut-être que je ne sentirais pas au moment où, donc je me suis dit, je rappuie pas. Bon, honnêtement, j'avais plus de péridurale au moment où il est sorti. Voilà. Et là, la seule fois, mais je me souviens encore lui dire, mais calmement, j'ai dit, ok, là, j'ai mal. Je l'ai dit une fois. Donc, tu ressens pas... Mais ça ne m'a pas trop... Je sais pas comment dire, j'ai accepté cette douleur qui était quand même... c'était acceptable. Parce qu'on dit que c'est quand même une des pires douleurs qui soit. Oui, mais je sais pas comment dire. En fait, le fait que je ne veuille pas me battre contre mon corps... Je pense que quand on se bat, en fait. Oui, quand on se bat contre la douleur parce qu'on en a peur et qu'on se dit... et qu'en fait, on va contre son corps, c'est pire. Quand on accompagne... Quand on embrasse ça comme quelque chose qu'il faut vivre, qu'on accepte, et en même temps derrière, ça va être tellement magique. Je pense que c'est plus facile, en fait, et qu'on ressent moins cette douleur. C'est très personnel. C'est un message important que tu voulais faire passer, je crois. Oui, mais en même temps, je veux absolument pas faire culpabiliser les mères qui n'ont pas ressenti ça comme ça. Vraiment, je compatis. Je sais que pour certaines, c'est très compliqué, et chacun a son parcours. Mais je pense que c'est bien de temps en temps de rappeler que ça peut être de la joie. Est-ce que tu crois que ça vient de ta culture, peut-être, le côté anglo-saxon ? Peut-être. Déjà, les Anglais, ils se marrent tout le temps. Enfin, ils ont un sens de l'humour de fou. Donc moi, dès que je peux me marrer, dès que je peux rajouter un peu d'humour quelque part, je le fais. Je pense que ma maman m'a vraiment appris en souriant elle-même tout le temps. Même quand c'était difficile, c'est pour ça que je disais, j'ai appris à la connaître en lisant son livre, parce que en lisant son premier roman, j'ai appris les failles derrière, j'ai appris tout ce qu'elle ne montrait pas. Mais c'est vrai qu'elle ne nous montrait pratiquement que de la joie. Elle souriait tout le temps. Et en fait, c'est une transmission. T'as grandi comme ça, en fait. Et c'est une transmission. Je la remercie pour ça, même si c'est souvent une carapace, ce sourire. Mais en même temps, c'est comme une méthode Coué. C'est à force de sourire, en fait, on est joyeux. Enfin, donc ça aide. Est-ce que c'est plus difficile d'élever un garçon ou une fille ? Alors, je pense que vraiment, ça dépend des individus. Moi, je trouve tout tellement enrichissant. Je suis vraiment hyper heureuse d'avoir eu les deux, d'avoir eu la chance d'avoir les deux. Parce que c'est vrai que c'est très, très différent, les rapports entre les parents et les enfants d'un même sexe ou du sexe opposé. C'est quoi la vraie différence ? Je pense que, en fait, quand même,
quand on a une fille, il y a ce truc de miroir, c'est-à-dire qui donc renvoie des choses positives ou pas, qui renvoie à nous, à notre petite enfance. On revit ce qu'on a vécu, même qui était enfoui quand on était petite et tout. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué quand on a une fille de tout revivre un peu comme ça inconsciemment, et ça monte dans le conscient. Voilà, il y a plein de choses à gérer. Quand on a un garçon et qu'on est donc une maman et qu'on a un garçon, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet effet miroir. Il y a que cet amour qui arrive par vagues énormes. Donc, c'est un peu plus léger d'avoir un garçon. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Quand on est maman. Oui, voilà. Oui, je pense que quand on est papa, c'est l'inverse, en fait. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu débarrassé des bagages psycho, enfin tous les trucs un peu compliqués. Il n'y a pas d'identification possible, en fait, finalement. Ouais. Comment tu sais que tu es une bonne mère? Alors déjà, suis-je une bonne mère? Je pense qu'il y a que mes enfants qui pourront répondre à ça plus tard. Ce que je sais, déjà, je pense que chaque mère fait comme elle peut avec son bagage, ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai essayé de leur transmettre le moins de choses négatives et inutiles en faisant 7 ans de thérapie avant. Voilà, avant de devenir maman? Ouais. Je me suis dit, il faut que je me soigne d'abord. Eh ben, écoute, je crois que c'est Kenza qui nous avait dit ça. Elle a dit que tous les parents devraient faire une thérapie avant de devenir parents. Je pense que ça peut aider, honnêtement, de se débarrasser de certaines choses. En tout cas, de les classer, voilà. Moi, je suis plutôt pour. De aussi. les comprendre, voilà, pour moins retranscrire des choses. Et donc ça, je pense que ça m'a aidée. Maintenant, suis-je une bonne mère? En tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai donné énormément d'amour et j'en donne encore. De joie, de sourire, non? Oui, de sourire, de joie, de jeu, d'échange. Je suis beaucoup dans l'écoute. J'écoute vraiment beaucoup mes enfants, tout ce qu'ils ont à me dire. Je pense que ça, c'est très important. Donc, ils savent qu'à n'importe quel moment, s'il y a quelque chose, ils peuvent me parler. Et toi, tu as décidé de faire un break dans ta carrière pour t'occuper de tes enfants. Oui, de 8 ans. C'était ton choix? C'est un choix que vous avez pris en couple? C'est un choix... Non, pour le coup, rien ne m'a été imposé. C'est à la fois un choix et à la fois, ça s'est aussi un peu fait naturellement dans le sens où quand on est comédienne, quand j'ai été enceinte de la deuxième... Mais à un moment, ça s'est arrêté parce qu'on travaille beaucoup moins quand on est enceinte. Non, il y a 4 ans d'écart entre la grande et la... Donc, tu as eu ton premier enfant. Oui, j'ai continué à travailler. Ouais. Et quand après, le deuxième, j'ai arrêté. Enfin, la deuxième, j'ai arrêté et j'ai repris quand le dernier avait 4 ans. Donc, oui, je me suis arrêtée 8 ans à peu près. Tu sentais que tu en avais besoin? En fait, un enfant, j'avais l'impression que je pouvais et travailler et élever cet enfant. Et à partir de 2, j'ai trouvé ça plus compliqué, d'autant que la deuxième, j'ai voulu justement l'allaiter plus longtemps. La première, j'ai dû arrêter d'allaiter pour travailler et j'ai pas super bien vécu le truc. J'ai un peu culpabilisé parce qu'en fait, moi, j'avais envie de continuer, mon bébé avait envie de continuer. Voilà, donc je m'étais dit, bon, non, la deuxième, j'allaiterai jusqu'à ce que je décide. C'est-à-dire la première dent. Alors là d'un coup, ça m'a paru évident. La petite lame de rasoir qui chope le téton. La joie avec je fais, eh bien voilà, eh bien nous allons nous arrêter dans quelques semaines. Mais au moins, ça s'est fait de manière plus naturelle. J'avais envie d'être dans mon rythme et pas dans un rythme imposé. J'ai eu la chance de pouvoir ne pas travailler parce que c'est pas le cas de toutes les familles. Donc j'ai cette chance de pouvoir arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants. Et en fait, quand on décide de se mettre un peu en retrait pendant une période, c'est vrai que à moins d'y retourner de manière, Justement, t'as pas eu peur? Oui et non, c'est-à-dire que pendant quelques années, j'y ai pas trop pensé. Après, je me suis dit, je pense que bizarrement, oui et non. J'ai toujours aimé mon métier mais ça me manquait pas viscéralement tellement j'étais prise par mon rôle de maman à ce moment-là, tellement j'aimais m'occuper de mes enfants. Mais dans un coin de ma tête, je savais que il y avait un moment quand même où ça allait revenir. Ça allait revenir, ouais. Et effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir retravailler. Et pour le coup, je n'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai repris, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et comment t'as fait alors? Alors, j'ai repris un directeur de casting que je connaissais depuis longtemps, Gérard Moulévrier, m'appelait régulièrement parce qu'il avait vu que j'avais arrêté et lui ça le contrariait. Lui il avait pas envie que t'arrêtes. Voilà. Il était pas d'accord. Alors Mélanie,
quand est-ce que tu reprends? Et puis un jour, c'était le moment. Il me dit, quand est-ce que tu reprends? Je dis, peut-être que je vais reprendre bientôt. Il me dit, écoute, j'ai un agent pour toi. Donc, il m'organise un rendez-vous avec un agent. J'ai rendez-vous avec cet agent. Il se trouve que 2 mois plus tard, en fait, les étoiles se sont alignées. Je pense que j'étais prête et que l'univers m'a écoutée. Je reçois un coup de fil d'un metteur en scène, Jean-Luc Moreau en l'occurrence, qui me propose une pièce. J'avais jamais travaillé avec lui, mais voilà, ça se fait. Et puis je n'ai jamais arrêté de travailler depuis. Et tes enfants, ils l'ont pris comment? Parce que quand t'as ta maman tout le temps et après beaucoup moins disponible. Ouais. Mes grandes, pour le coup, elles m'ont eu vraiment pas mal. Elles m'ont eu longtemps. Le petit, sur le coup, il était un peu. Alors. Quand j'ai repris le théâtre, pendant un temps, j'arrivais quand même encore à me débrouiller, à le coucher le soir avant d'aller jouer. Déjà, je le couchais très tôt, je le couchais à 19h. Et je le couchais, j'allais au théâtre et j'étais pile 1 heure avant au théâtre, donc c'était bien. Il fallait qu'il accepte de s'endormir et tout ça. Ouais, mais alors moi je suis assez. Alors là, pour le coup, les nuits et tout ça, on peut faire un podcast là-dessus si tu veux. Mes 3 enfants ont fait leur nuit à 1 mois et demi. Je leur parle, je leur explique, maman a besoin de dormir. Ils ont vraiment fait leur nuit tout de suite. Tout de suite ou pas. En tout cas, je les couchais tôt. Tout était très réglé aussi dans leur routine, le bain, le dîner, toujours à la même heure. Je suis assez. Ah non, mais ça, on est OK, je fais pareil. Mais moi, je sais qu'elle ne peut plus dormir comme ça. Elle ne veut pas dormir. Oui, mais alors, en fait. Quand quelque part, nous, on n'a aucun doute. Alors, encore une fois, je ne veux pas culpabiliser les mamans qui n'y arrivent pas, mais pour moi, c'était une évidence. À partir du moment où c'est évident pour nous que là, tu vas dormir et maman ne va pas revenir. Si tu te réveilles, c'est pas grave. Tu te rendors tout seul ou tu te rendors toute seule. Tu n'as pas besoin de moi pour dormir. Au bout de combien de temps tu faisais ça? 1 mois et demi. Ouais. Et j'allaitais encore. J'allaitais, mais la dernière tétée, c'était les 2 seins à bloc, genre ils étaient jusque-là de lait. Et les premières nuits... Alors, en fait, le truc, c'est que pour faire ça, il faut accepter 2 semaines un peu compliquées. C'est-à-dire 2 semaines où la nuit, parce que c'est pas du jour au lendemain que ça marche, 2 semaines où la nuit, quand on y retourne, alors qu'on est les seins pleins de lait et tout ça, on ne leur donne pas à manger. Pour qu'ils comprennent que la nuit, s'il y a vraiment une angoisse, machin, maman est là, mais en revanche, ce n'est plus le temps de manger. On ne mange plus la nuit. Tu es assez grand pour dormir pendant 8 heures et te réveiller. Et ça a marché sur les 3. Ouais, ça a marché sur les 3. La méthode Mélanie. Bon, tu étais une maman très organisée, si je comprends bien. Oui, j'étais assez organisée. Ouais. Ça se faisait pas au feeling? Au feeling, mais d'où découle une orga. C'est-à-dire que c'est pas des livres que j'ai lus en me disant faut faire comme ça, mais j'ai fait comme je sentais, mais en revanche hyper cadré. Je pense parce que moi j'étais pas très cadrée dans mon enfance. Mes parents c'était des 68 arts, c'était vraiment l'inverse. Oui, ton père qui écrivait des poèmes. Oui, voilà, donc on n'était pas dans le cadre absolu et du coup je pense que ça t'a manqué ça? Ouais, je crois, ouais. Enfin non, je suis sûre. Donc évidemment t'as pu leur en parler après? Oui, mon père, il a assumé complètement en disant « Ah oui, non, mais de toute façon, oui, c'était pas mon truc, je savais pas faire. » Voilà, bon. Ils m'ont transmis d'autres choses. Mon père, lui, ce qui était important, c'était de me transmettre la culture. Ça a réussi, oui. Voilà. Et puis ma mère, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais c'est vrai que l'orgasme, c'était pas son truc. Mais voilà, encore une fois, chacun fait comme il peut. J'ai pris le meilleur de ce qu'ils avaient à me transmettre. Et là où ça a failli, je me suis dit, bon, moi, je vais faire différemment. Ta fille Roxane, elle a 20 ans, elle est dans une grande école. Est-ce que tu dis, voilà, le temps que j'ai investi a payé? Alors, pour le coup, je ne mets pas du tout la pression sur mes enfants, sur les études, sur tu feras ça. J'ai vraiment envie que chacun trouve sa voie et soit heureux. Le travail, c'est tellement une énorme partie de l'existence que surtout, je pense qu'il ne faut pas du tout les forcer dans une voie. Même à la limite, quand on les guide un peu trop, ils ont l'impression de ne pas être forcés, mais quelque part, en fait, ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Donc, vraiment, j'aime l'idée de les laisser libres dans leur choix. Évidemment que s'ils se posent des questions, je réponds, mais et vraiment, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux. Et je pense, en plus, maintenant, dans nos sociétés où on peut changer de métier 3 fois dans une vie. Oui, c'est vrai. On peut changer de carrière à 30 ans, à 40 ans.
en fait, je m'en fais pas trop pour eux dans la mesure où, du moment qu'ils sont alignés avec eux-mêmes, qu'ils sourient à la vie, qu'ils sont heureux, qu'ils ont un certain bagage quand même de culture générale et tout ça, je me dis que ils vont y arriver. Tu t'es pas quoi. fixé d'objectifs précis pour te dire, ouais, j'ai réussi là. Dans mon Alors rôle de oui, maman. moi mon objectif précis c'était qu'ils s'entendent entre eux et qu'ils s'aiment très fort entre eux. Oui, Parce que c'est hyper précieux pour le reste de leur vie. C'est tellement précieux pour toute la vie. Déjà nous on les suivra pas toute leur vie. Il y a un moment où on partira et ce qui restera c'est la fratrie. Déjà je suis très heureuse d'avoir eu beaucoup d'enfants parce que je trouve que c'est un cadeau de leur offrir ça et surtout qu'ils s'entendent vraiment, qu'il y ait vraiment de l'amour. Je sens, alors évidemment qu'ils se disputent aussi. Hein. On n'est pas la famille Ricoré. D'ailleurs, il n'y a pas de famille Ricoré. Donc, oui, il y a des disputes, il y a des tensions, surtout au moment de l'adolescence, tout ça. Mais il y a beaucoup d'amour. Et donc, je le sens. Ils sont très proches et je sens qu'adultes, ils vont être vraiment hyper soudés. Et ça, pour moi, c'est la meilleure réussite. Ce sera leur force surtout. Oui. Tu parles d'un sentiment de n'attends pas pour écrire ton livre. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu n'attendras plus de faire aujourd'hui ? D'écrire encore et de dire aux gens ce que je pense quand quelque chose ne se passe pas bien. C'est-à-dire que avant, je taisais, enfin, je prenais sur moi. T'intériorisais beaucoup ? J'intériorisais, j'osais pas m'imposer ou dire ce que je ressentais, ou je me disais mais c'est bizarre, ils devraient le comprendre alors que je leur avais rien dit. Enfin, bon, voilà, c'est assez féminin d'ailleurs ça, je pense. Et oui, parce que les hommes aussi, ils pensent qu'on doit comprendre sans parler, hein. Qu'on doit les comprendre sans parler. Je trouve. Alors, ça dépend certainement des hommes, mais moi, je trouve que les hommes, ils parlent plus facilement de ce qui va pas, alors que nous, on part du principe qu'on devrait être lu. Comme ça, mais qu'on verbalise pas forcément exactement. Enfin, tu trouves pas ? Ah ouais, non, je trouve que c'est l'inverse. Ah oui, tu vois, c'est marrant. Bah écoute, non, moi, clairement, je ne verbalisais pas assez, mais pas forcément que dans le couple. En règle générale, même dans mon métier, dans mes relations. Quand quelque chose me contrariait, je le gardais pour moi. Je me disais, mais peut-être qu'il va s'en rendre compte et tout ça. Et maintenant, mais alors tellement pas. Tout de suite, je dis, il faut qu'on parle. Il y a ça qui m'a contrariée, ou il y a ça qui va pas. Je pense que là, il faut qu'on change notre façon de faire. Et ça libère, mais ça, c'est extraordinaire. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Mais bon, voilà, la vie est un parcours et on évolue. Tu as écrit 35 nouvelles. S'il fallait retenir 3 sujets fondamentaux qui étaient des évidences sur la maternité, lesquels ? 3 seulement. Waouh. 3 sujets. La naissance. Je l'ai évoqué tout de suite quand on en a parlé. Bah oui, c'est tellement fort. Après, le chapitre qui me tient vraiment à cœur, c'est le chapitre qui s'appelle Cri, qui est sur le déni de grossesse, mais qui ne parle pas que de ça. Dans ce chapitre, j'ai mis beaucoup de choses autour de la femme aussi, parce qu'il y a un viol, donc il y a beaucoup de choses autour du corps et autour du corps de la femme. Et c'est pour ça aussi que Peau à Peau, c'est un bon titre. Merci. Non, mais c'est vrai. T'es validée. Et tu vois, je te donne mon avis parce que je veux bien donner mon avis sur les livres. Non, mais bien sûr, je l'accueille avec grand plaisir. Et après. Un dernier, je dirais que celui sur l'adoption, alors que pour le coup, le déni de grossesse et l'adoption, c'est vraiment pas des choses que j'ai vécues, mais ce sont les deux. Et comme l'adoption, le chapitre de l'adoption est vraiment lié avec le chapitre du déni de grossesse, bon, ça, faut lire pour comprendre, mais ce sont des chapitres qui m'ont le plus... qui viennent le plus d'un endroit très personnel, même si, encore une fois, je les ai pas du tout vécus. C'est vraiment de l'intime. Il y a quelque chose où je me souviens qu'en les écrivant, j'avais un peu les poils qui se hérissaient, parce que physiquement, quand j'écris, ça me fait quelque chose. Les émotions me traversent. Et si tu devais garder qu'une seule image, un seul souvenir de ces 20 dernières années, pour résumer ton cœur de mère à toi ? Les rires de mes enfants. C'est tellement extraordinaire. C'est le plus beau son au monde. Et la question que tu aurais aimé que tes enfants te posent et qu'ils ne t'ont pas encore posée. Waouh. Que j'aimerais qu'ils me posent. Est-ce que tu as envie qu'ils te posent des questions ? Oui, d'ailleurs, ils m'en posent pas mal, mais est-ce que tu es heureuse, maman ? Et tu répondrais ? Oui.
Et ça se sent. Et tu nous as fait passer un moment dans la joie, dans le sourire, un moment heureux. Merci pour ça. Merci beaucoup. Et donc, on rappelle ton roman Peau à peau, que j'ai adoré et dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Donc, vous pouvez retrouver facilement le lien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.